Alors, bonsoir toutes et tous. Mon nom est André Potvin, directeur de l'Institut EDS, et je vous souhaite la bienvenue ce soir pour cette première conférence de la saison 2017 intitulée « Habiter le Nord québécois, la recherche-création pour réfléchir au milieu de vie autochtone culturellement adapté ». Alors, vous conviendrez que le thème est approprié à cette journée de tempête hivernale. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'Institut et particulièrement Mylène Bergeron, ici devant, pour nous avoir encore une fois rassemblé toute une brochette de très bons conférenciers durant cette saison de l'hiver, qui démontre la fantastique diversité d'approches méthodologiques et de démarches interdisciplinaires en développement durable. Donc, c'est le but de la mission de l'Institut est de promouvoir cette vision-là très complexe et complémentaire. Cette conférence sera aussi enregistrée et ensuite disponible sur notre site Web pour ceux qui ne peuvent pas être présents ou qui veulent revisionner la chose. Donc, ce soir, nous recevons Geneviève Vachon, architecte et professeure titulaire à l'École d'architecture de l'Université Laval, et où elle enseigne le design urbain et le projet d'habitation, avec le groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, le GIRBA. Elle a orchestré des démarches participatives d'aménagement et mené des projets de recherche-création sur l'adaptation des milieux urbains au changement climatique, grâce notamment à un projet subventionné par Ouranos sur l'adaptation au changement climatique. Plus récemment, Geneviève, avec le groupe Habitat et Culture, dirige un important partenariat regroupant universitaires, organismes publics et parapublics, ministères et surtout communautés autochtones dans un ambitieux projet, donc Habiter le Nord québécois, mobiliser, comprendre et imaginer. Ce projet, subventionné CRSH jusqu'en 2020, porte plus précisément, vous l'aurez compris, sur l'aménagement culturellement approprié du Nord pour l'habitat des Inuits et des Inuits du Québec. Madame Vachon va présenter ce soir la démarche méthodologique, les intentions du projet, ainsi que les résultats préliminaires du projet de recherche. Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement ma collègue et cette fantastique ambassadrice de la noble mission sociale de l'architecture, Geneviève Vachon. J'essaie de mettre mon timer, mais je pense que j'y arriverai pas. Mylène, tu vas m'aider? Tu me surveilles? C'est bon. Merci beaucoup. Je remercie l'Institut et mon collègue et ami André Potvin pour cette gentille invitation qui va me donner l'occasion de vous parler de notre partenariat de recherche Habiter le Nord québécois. Il s'agit d'un projet, comme le disait André, financé par le CRSH, qui a été initié au groupe de recherche Habitat et Culture de l'École d'architecture. Il va aussi me donner l'occasion de vous parler de recherche-création et du rôle du design comme moteur de développement et de traduction de connaissances au sein d'équipes interdisciplinaires qui travaillent sur des problèmes complexes, pour ne pas dire épineux, comme celui de l'habitat et de l'adaptation des milieux de vie à toutes sortes de défis et conditions. Je prends la parole au nom de plusieurs collègues, co-chercheurs et partenaires, il y en a plein dans la salle, pour vous présenter les intentions et quelques résultats préliminaires de notre très stimulant projet sur l'habitat culturellement approprié des communautés inuites du Nunavik et Innu du Nitassinan. Donc, ce qu'on cherche à faire, la mission qu'on s'est donnée, c'est de réfléchir pour, mais aussi et surtout avec les communautés autochtones du Nord. Et je remercie au passage tous mes collègues, profs et étudiants de l'École d'architecture et tous nos partenaires pour leur contribution à cette présentation. Donc, je vais faire la présentation à partir de ce que je suis, une architecte et aménagiste de formation qui s'est impliquée dans toutes sortes de projets de recherche-création et de processus participatifs en lien étroit avec la recherche empirique et toujours au service de plusieurs groupes et communautés. Je vais le faire pas mal modestement, car il y a plusieurs de mes collègues co-chercheurs à l'Université Laval et membres de notre équipe qui pourraient le faire bien mieux que moi, j'en suis sûre. Ils travaillent dans toutes sortes de domaines, de la socio, géo, architecture, médecine communautaire, anthropologie, Sciences Po, j'en passe. Ils travaillent avec les communautés autochtones depuis longtemps, ils publient beaucoup, ils connaissent leur histoire et ils pourraient vous parler de ces défis-là avec beaucoup plus de nuances. Mais je vais tout de même tenter la chose. Vous brosser un portrait de la situation, certainement incomplet. Je vais esquisser quelques possibles sous l'angle de l'imagination et de la création en architecture et en design urbain. Et je vais essayer de jeter un éclairage sur la manière dont on travaille pour traduire ces défis en projet, toujours avec la collaboration des acteurs locaux. Habiter le Nord québécois comporte trois grands objets de recherche. D'abord, les communautés.
Ce sont les résidents, les organisations, leur savoir, leur représentation, leurs aspirations. Il y a évidemment aussi les milieux de vie. Donc, pour nous, c'est tout le cadre bâti dans ses formes spatiales, spécialement l'habitation, mais aussi tous les autres équipements et espaces communs du quotidien et la gouvernance. Donc, les cadres politiques et administratifs locaux, mais aussi les acteurs comme les gestionnaires et les professionnels qui sont impliqués dans la planification, la construction et le développement. Notre plan de travail s'organise en fonction de 3 grands objectifs. Donc, on veut mobiliser les communautés, les décideurs, les professionnels dans le cadre d'activités collaboratives et interdisciplinaires. On veut comprendre les défis d'aménagement locaux en intégrant les savoirs autochtones. Et on veut concevoir aussi, on ose concevoir des pistes de solutions et imaginer ensemble des visions d'avenir partagées pour les milieux de vie. Donc, on ose croire que notre projet est assez original pour 3 raisons. D'abord, on aborde la question de l'habitation sous des différentes dimensions, pas juste techniques, là, mais aussi socioculturelles, physiques, administratives. Nos partenaires coproduisent des nouvelles connaissances qui, on l'espère, vont fournir une image encore plus complète et plus juste des milieux de vie inuits. Et on fait appel vraiment à l'imagination, mais j'oserais dire aussi à l'ingéniosité de nos partenaires pour définir des visions communes d'avenir. Puis là, par là, j'entends, on essaie de concevoir des habitations, des plans d'aménagement qui traduisent ces visions-là en réalité. Et notre équipe s'est bâtie sur une expérience de collaboration considérable avec le Nord Inuit et les communautés Innu, mais aussi l'École d'architecture a collaboré avec 7 communautés Innu dans une précédente alliance de recherche Aruk-Tetawan, dont le travail collaboratif était de réfléchir aussi à l'architecture et la planification durable dans les villages Innu. Vous nous voyez un petit peu à l'œuvre dans des contextes de travail sur place. Donc, pourquoi un partenariat de recherche qui allie à la fois les communautés Innu et Inuit? Bien, on s'est dit qu'ils partageaient des défis communs de logement et de planification. Ils sont de récents sédentaires et ils ont dû composer, les Inuits et les Inuits, avec des habitations souvent conçues dans le sud pour des villages planifiés selon des modèles aussi de banlieue du sud. Donc, les deux font face à toutes sortes de défis bien documentés en matière de logement, surpeuplé, désuet, standardisé, mal équipés pour répondre aux pratiques, aux représentations, aux aspirations, en plus de contribuer aux problèmes sociaux et de santé qu'on sait. Les programmes et les politiques actuelles aussi en matière de logement mènent le plus souvent à la construction dans l'urgence. Pour répondre aux besoins très, très pressants, donc peu de temps pour réfléchir outside the box. Et les communautés aussi regrettent de ne pas participer à la conception de leur logement et de leur milieu de vie pour qu'ils répondent mieux à ce qu'ils sont et aussi à leur vision de la planification de l'avenir. Et évidemment, il y a les effets des changements climatiques qui menacent ou qui transforment les manières de vivre sur les territoires. Donc, encore une fois, il s'agit d'une recherche participative avec et pour les communautés Innu et Inuit. On veut y combiner les savoirs autochtones avec ceux d'autres disciplines et on veut aussi beaucoup mettre en coprésence les deux communautés pour qu'ils puissent échanger entre eux de leurs expertises autour de défis communs, donc échanger les bons coups et leur expérience. Vous avez sur la photo ici, est un peu pâle, mais c'est le résultat concret d'une recherche participative avec les Inuits, où on avait un de nos étudiants qui avait conçu avec eux une structure portable, démontable, de chapoutoine moderne que les Inuits pourraient construire par eux-mêmes et réutiliser pour changer de place leur tente et le faire en temps plus court. Mais comme bien d'autres projets, le financement a manqué pour rendre la chose complète. Donc, voici notre équipe de co-chercheurs à ce jour, donc les profs, les étudiants, les professionnels de 4 universités, Laval, UQAM, McGill, l'INSA de Strasbourg, et on a aussi une co-chercheure du Cégep de Sept-Îles. Outre les universités, on a aussi une quinzaine de partenaires institutionnels, communautaires et professionnels des milieux autochtones et allochtones. Et j'attire votre attention sur la présence de firmes d'architecture et d'urbanisme du Sud qui partagent leur expertise, mais aussi qui sont contents d'adapter leurs pratiques au gré des trouvailles qu'on fait ensemble. Donc, par le biais des projets de recherche-création, on collabore de plus près, depuis le début en tout cas, avec les communautés Innu de Ouachat, Magnotenam, Pessamit et Matimekouche, et aussi avec les communautés Inuit d'Inukjuak, de Salouit, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq et de Kuujjuaq. Donc, je vous mets quelques images pour vous présenter un peu le contexte dans lequel on travaille avec eux. Donc, un mot sur les communautés Innu.
Vous le savez peut-être, les deux communautés les plus à l'est, celles d'Unamen-Chipou et de Pakwashipi, ne sont pas accessibles par la route. Il y a environ 17 000 Inuits au Québec, dont la majorité vivent sur des territoires de réserve. La plus grande communauté est celle de Ouachat-Macmagnotenam, près de Sept-Îles, 3 200 résidents, sur des territoires de réserve qui sont séparés de quelques kilomètres. La plus petite communauté, plus près de Terre-Neuve, a 310 habitants. Donc, la plupart des Inuits habitent des maisons individuelles détachées ou des unités multifamiliales, comme des quatreplex, qui sont fournies par le gouvernement fédéral par l'entremise du conseil de bande. Donc, les maisons sont construites, dans ce cas-là, sur des fondations de béton. Évidemment, les Inuits ne possèdent pas la terre sur laquelle ils vivent, mais une minorité croissante a accès à des certificats de propriété de leur maison. Voici une image de Magnotenam, juste aérienne. Je l'utilise pour vous dire que la forme urbaine, dans le guillemets, des villages est assez similaire aux banlieues du Sud, avec des larges rues, avec des cul-de-sac. Pour la construction, beaucoup de zones boisées sont rasées, avec conséquence qu'elles sont remplacées par du sable. Ça peut poser problème au quotidien pour les Inuits. Chaque communauté comporte des services. Là. Il y en a qui ont toutes des écoles, certaines en ont 2, des services communautaires, un édifice gouvernemental, le conseil de bande. Certaines ont plus de commerce que d'autres. Et les communautés Inuits, elles sont en très forte croissance démographique, donc une majorité doit penser à s'agrandir à court et à moyen terme. Une image d'Unamen-Chipou, la romaine, qui illustre un peu que le concept de propriété est vécu très différemment dans les communautés. Donc, il y a un très libre accès, une grande mobilité, une grande perméabilité des chemins, là, vous voyez, qui passent partout entre les maisons. Et les espaces de socialisation, c'est la rue, c'est l'intérieur des îlots, c'est les parvis, des équipements communautaires. Mais cette notion de propriété est en mutation dans certaines communautés. Ici, on est à Ouachat, qui est une communauté un peu plus urbaine, là, qui est adjacente à Sept-Îles. On voit l'apparition des clôtures, des pelouses, puis de types de logements de plus forte densité aussi. C'est eux qui ont une plus forte concentration de quatreplex, notamment. Une image toujours de Ouachat ou de Malio, j'oublie, un paysage de rue très typique. Les Inuits nous disent, quand on leur parle de leur milieu de vie, ils trouvent ça un peu plate, ils trouvent ça un peu monotone, un peu beige. On essaie avec eux de saisir, par contre, leur attachement envers ces milieux-là, parce qu'il y en a un, et aussi les modes d'appropriation, soit de leur maison, mais aussi de leur village. Et il y a évidemment aussi plusieurs indices d'un quotidien où la culture Innu s'exprime sans racines. Il y a beaucoup d'activités de chasse et de pêche, de partage de ces savoirs aussi entre les générations, avec des plus vieux vers les plus jeunes. Et ça s'associe à un très fort attachement au territoire. Il y a des activités d'artisanat aussi. Les tentes font encore partie du paysage de plusieurs villages. Et les rues sont des espaces super vivants. Il y a toujours du monde dans les rues. Dans les maisons, c'est la photo à gauche, la maison, on veut partager l'espace, on veut s'y voir. C'est très important et c'est pour ça que des fois, il y a des activités de camping de salon qui s'opèrent en famille. Et l'espace pour se tenir ce genre d'activité-là souvent manque dans les bungalows un peu typiques des banlieues. Les communautés inuites maintenant. Donc, juste un mot pour vous les présenter, ça va être très esquissé. Il y a plus ou moins 12 000 Inuits au Nunavik qui vivent dans 14 villages sur la baie du Tson et la baie d'Ungava. Sans accès routier, bien sûr. Il y a donc les denrées, les produits de subsistance, ils parviennent par cargo aérien, mais encore les matériaux de construction, eux, arrivent par bateau en belle saison. Là aussi, population en très forte croissance, avec une très forte proportion de jeunes, donc il y a environ 60 % de moins de 30 ans dans certains villages. Le contexte de sédentarisation est plus récent et fort complexe. On tente d'en saisir toutes les dimensions. Et comme l'a démontré le sociologue Gérard Duhem, qui est dans notre équipe, le défi de l'autonomie alimentaire, mais aussi celui du coût de la vie au Nunavik, est particulièrement préoccupant. Là. Ils viennent de publier un rapport tout chaud où ils ont plein d'informations très pointues à ce sujet. Les Inuits habitent des logements sociaux. L'accès à la propriété privée y est rarissime. Et la Société d'habitation du Québec, la SHQ, et l'Office municipal, Kativik, confirment qu'il manque 1 000 logements aujourd'hui pour répondre aux besoins immédiats. Et toujours selon la SHQ, il y a plus d'un tiers des logements existants qui seraient surpeuplés.
une vue d'Inukjuak qui date d'environ il y a 10 ans. Donc, là aussi, les formes de village, comme les formes de village, les modèles de logement sont assez standardisés aussi et répondent mal aux besoins et aux pratiques locales ou culturelles. Bien qu'ils soient à peu près pas impliqués dans la conception et la construction des maisons, les Inuits sont consultés dans le cadre de la planification urbaine et de la maintenance. Pas beaucoup, mais ils le sont. Donc, la correspondance entre domicile, pratique et culture soulève de nombreuses questions. En plus des défis constructifs, les défis de s'installer dans un climat rude sur un territoire isolé. Donc, la fragilisation du pergélisol pose en soi un problème de taille, de construction et de planification. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Puis à ça se superpose aussi la question complexe des modes d'attribution des logements sociaux, de la diversité restreinte des types de logements, des modes de tenure, ce qui oblige, on pense, à réfléchir à des alternatives sensées. Les coopératives peut-être, la location privée aussi. Cela dit, il faut que ça se fasse en accord avec les contextes de gouvernance locale, bien évidemment. Donc ici, une rue principale, celle d'Inukjuak, où il y a du monde, là aussi. On est près du magasin général, de la mairie, de l'école à gauche. Et aussi un aperçu de ces activités ancrées dans les traditions. Il y a une famille qui revient d'une journée de berry picking de l'autre bord de la rivière. Il y a beaucoup de construction d'embarcations sur place, notamment par les jeunes à Pevernetouk. Il y a des activités de couture. Ici, on est en train de coudre une tente à Kuujjuaq. Il y en a bien d'autres. Donc, c'est toutes des activités qui révèlent l'attachement aux traditions, mais aussi la créativité et l'ingéniosité immémoriale des Inuits, qui ont vécu sur un territoire pas facile depuis des générations, en trouvant des solutions ingénieuses, là, écologiques, solidarisantes, en s'installant en petits hameaux, même de neige, et qui continuent de le faire, comme en témoignent leurs habitations modestes en dehors des villages, donc ce qu'ils appellent des cabins, où les familles font du camping. Mais ça devient de plus en plus, dans certains villages, un privilège difficile à atteindre, notamment à cause de l'équipement coûteux pour s'y rendre, parce que ces cabins-là, bien souvent, peuvent être assez éloignés des villages. Et évidemment, le Nunavik, ce sont des paysages à couper le souffle avec des rapports au territoire, à la toundra, aux rivières, aux baies, qui est très fort. Donc, j'aimerais ça vous parler un petit peu de notre objectif, ou de l'axe, si vous voulez, qu'on a intitulé « Imaginer ». Donc, vous aurez compris que notre structure de recherche est alimentée par plusieurs projets, plusieurs autres projets que ceux dont je vais vous parler, et qui sont menés par différentes sous-équipes, je dirais, interdisciplinaires et interculturelles dans les 3 axes. Puis il y a plusieurs de ces projets-là qui sont en cours, parce qu'on a démarré finalement il y a presque 2 ans. Donc, ce défi d'imaginer, c'est de faire appel à l'interdisciplinarité et à l'imagination des partenaires pour définir ces visions communes d'avenir, puis développer des modèles autres de logement et de planification, puis qui vont donner forme à ces visions partagées. Donc ça, c'est nous, dans un atelier de recherche-création à l'École d'architecture, ce qui me donne l'occasion de vous parler un petit peu de design dans la recherche. Donc nous, on considère la conception à la fois comme une activité de résolution de problèmes qui est informée par une multitude de variables et de défis, mais aussi on le considère comme un moteur légitime de production de connaissances. Le processus de conception est itératif. Il fait appel à la synthèse, à la validation, pour réaliser des projets, des hypothèses en atelier. C'est des projets de conception qui mettent en évidence différentes formes de possibles. Donc, en aidant à réduire l'écart entre science et pratique, les étudiants en architecture, en design urbain, produisent et traduisent aussi des connaissances, non pas avec l'intention de prescrire, puis encore moins pour construire, mais pour alimenter le processus de recherche empirique, d'un groupe qui est plus large que juste des ateliers, avec des partenaires, et ça en mode collaboratif. Donc, dans ce contexte-là, on mène ces ateliers de design architectural d'environ 12, 15, 20 personnes pendant une session, 12 à 15 semaines.
Donc, dans le cas présent, celui dont je vais vous parler, c'était un atelier de design urbain de 20 étudiants de la maîtrise qui s'était donné la mission de réfléchir à la consolidation durable de Inukjuak et Kuujjuaq. Et notre atelier, ses résultats, ses questions ont été mis au profit, au service du partenariat. Donc, on est allé sur le terrain pendant 8 jours pour observer, mais aussi pour rencontrer un paquet d'informateurs locaux pour tenter de comprendre. Et il y a plusieurs des résultats de ce travail d'observation et de recherche qui ont été traduits graphiquement. On essaie aussi de trouver des manières autres de présenter nos résultats de recherche. Donc, on les a mis sous la forme d'un atlas web ouvert qu'on va compléter à mesure que notre partenariat va avancer et qui est déposé sur notre site web. Donc, pendant l'atelier, les étudiants collaborent avec des chercheurs, avec des experts des milieux qui se déplacent à notre école pour des réunions d'une journée, pour informer, pour proposer leurs idées, pour aider à valider des résultats sous forme de projets, là, sous forme de maquettes, de dessins. Plusieurs sont des acteurs de la planification qui travaillent au sein d'organisations Innu ou Inuit ou qui sont associés. Il y a des résidents, des locaux, des élus, des gestionnaires, des communautés qu'on fait venir à l'école d'architecture, d'anciens résidents allochtones. Et il y a aussi des architectes et des urbanistes qui collaborent avec les communautés dans leur quotidien. Donc, tout ça donne lieu à une grande mobilisation, à une coproduction de connaissances par le biais du projet. Donc, encore une fois, les projets qui sont issus de démarches comme celle-là sont des exemples de transformation possible dans le temps. Ils ne sont pas des recettes, mais des hypothèses de ce qui pourrait servir à faire avancer des discussions. Donc, je vais y arriver à vous montrer quelques projets, quelques exemples, mais avant, je vous fais juste soulever quelques enjeux très, très liés au quotidien de l'aménagement et de la planification. Donc, habituellement, la planification et la construction, je le disais tout à l'heure, se fait dans la hâte. Tu sais, il y a une petite window opportunity là, très courte en été pour faire ce genre de choses. Et on y applique des méthodes qu'on maîtrise. Des pratiques constructives standards qu'on maîtrise, mais qui ont bien peu à voir avec les pratiques culturelles ou même l'ingéniosité inuite. Là. On réfère à des modèles importés, et ça se traduit dans des formes qui, en plus d'être un peu génériques, tendent à s'étaler de plus en plus du centre des activités. Donc, en fait, les villages du Nunavik là, se développent très, très rapidement. En petites pochettes résidentielles qui sont déconnectées les unes des autres, mais forcément aussi des services existants comme les écoles, les épiceries, les centres de santé. Puis c'est une forme qui implique la construction de plus en plus de routes, sur radier notamment, puis qui a tendance à encourager l'utilisation des voitures, des VTT, surtout en hiver. Puis en fait, désormais, il y a un service de transport en commun dans tous les villages du Nunavik avec un pic d'utilisation de la mort en hiver. Parce qu'on s'est aussi aperçu qu'il y a plein de ménages qui n'ont pas accès à des voitures nécessairement et quand elles sont situées à grande distance, ça peut poser problème juste pour se rendre à l'école ou faire l'épicerie. Puis il apparaît des choses étranges dans les paysages des villages, comme des abribus, puis des arrêts d'autobus, qui maintenant font partie du paysage du quotidien. Les Inuits avec qui on a parlé trouvent la forme que prend leur village, là, les îlots, les rues, un peu stiff, un peu rigide, un peu plate, j'oserais dire. Donc, mais cela dit, comme la propriété a une signification différente, ce grand îlot urbain fournit une cour à l'usage des résidents qui permet aussi beaucoup de raccourcis. C'est un milieu qui permet beaucoup de mobilité douce. Et donc, les modes inuits d'appropriation de leur milieu de vie s'adaptent et s'enracinent et on peut les observer. Mais en même temps, les Inuits considèrent que leurs voisinages sont trop compacts, sont trop serrés, sont étouffants. Premièrement, c'est notre hypothèse, parce que beaucoup vivent dans des maisons surpeuplées déjà, souvent avec des vues vers le voisin, un peu plates, puis les vues vers les camions aussi, plutôt que vers les paysages naturels, vers ces éléments comme les rivières, la toundra, qu'eux-mêmes considèrent comme des éléments identitaires de ce qu'ils sont. Mais aussi parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez d'espace pour stocker leur équipement. Et ça, c'est important. Donc, tout ce qui est véhicules, bateaux, équipements de chasse et pêche, matériaux de construction, pièces de rechange, cabanes à chiens, cabanons, vous imaginez pas comme il y a du stock.
Et donc, il manque aussi, en plus de ça, il manque d'espace pour tenir des activités traditionnelles comme le dépeçage ou le tannage à main près de leur maison. Puis en même temps, c'est assez paradoxal, ils déplorent le fait que les membres de leur famille, vivent trop loin. Et donc, la solidarité qu'il pourrait y avoir au sein des membres de la famille a du mal à se tenir. Donc, ça soulève pour nous, aménagistes, un paquet de questions sur la possibilité de consolider les zones déjà développées du village, près de l'école, de l'épicerie, du centre communautaire, la possibilité de rénover, adapter, agrandir l'existant. Il s'en fait vraiment pas beaucoup, surtout dans le résidentiel. La préservation d'un sol fragile aussi au sein de la communauté, comme les lieux de cueillette, et aussi des paysages et des vues vers le territoire qui sont vraiment très appréciés. Puis enfin, toutes les questions de la densité, de la compacité, qui doit tenir compte des filtres culturels et des valeurs culturelles aussi, qui nous restent à investiguer dans notre projet. Ah, Michel, ton cœur palpite. Un autre défi d'aménagement bien connu, c'est celui du pergélisol. Je vais vous en parler en ta présence. Parce que le Centre d'études nordiques et Michel Allard fournissent des descriptions, des analyses multicritères très, très poussées à toutes les communautés du Nunavik depuis des années pour déterminer les secteurs et les sites de développement les mieux adaptés. En conséquence, le développement se produit généralement sur des sols plus stables, mais pas toujours, dans des petites poches, là, souvent séparées les unes des autres par des crans rocheux qu'on tend à contourner, parce que c'est des décisions qui sont aussi déterminées par les choix de fondation. Puis pour ceux qui ne sont pas au courant, je me permets de vous parler un peu de parler radier. Parce que les fondations reposent sur ces fameux radiers, parce qu'il faut atténuer les effets des mouvements de sol. Donc, les maisons sont construites sur des vérins réglables, puis sont eux-mêmes déposés sur une bonne couche de gravier compacté. Puis ça empêche le transfert de chaleur de la maison vers le sol. Donc, quand on a fait notre terrain au Nunavik, l'atelier, les étudiants ont mesuré la superficie totale occupée par les radiers à Kuujjuaq. On a constaté qu'il y en avait pas mal. Ça couvre 60 de la superficie du village, mais seulement 20 de cette superficie-là est occupée par un bâtiment. Donc, inutile de dire qu'il y a beaucoup de gornottes de gravier et de travaux de transformation du sol dans tous les villages, même en contexte de pénurie imminente dans certains villages. Donc, en plus, le pergélisol empêche d'enfouir les infrastructures dans le sol. Donc, eau potable, mazout sont transportés par camion à tout moment de la journée ou de la semaine. Idem pour la collecte des déchets. Avec une desserte porte-à-porte à toute heure du jour et de la semaine qui ressemble à ça, ce balai de camions. Mais aussi toute la question des salles mécaniques qui sont souvent impressionnantes, avec tout ce que ça comporte de complexité d'entretien à long terme aussi. Et donc, ces camions sont omniprésents dans la composition des villages et la vie, et sont souvent, on nous le dit, source de problèmes de sécurité, parce que ça roule. Il y a des alternatives qui existent, évidemment, là, au Nunavut, même au Québec, il y en a, c'est thermidor tempéré, là, mais c'est des infrastructures qui auraient des effets assez importants sur cette liberté de mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, dans le village, mais aussi l'accumulation de neige. Donc, c'est des possibles, mais actuellement, qui ne sont pas implantés au Nunavik. Mais encore plus frappant, les fameux radiers ont un profond effet sur les paysages et sur l'identité des lieux. Ils éradiquent les écosystèmes fragiles dans les villages, parce que même les rues sont des radiers, évidemment. Et les impacts sont plus négatifs encore, et plus particulièrement négativement ressentis par les Inuits, parce qu'ils nous en parlent, dans les villages avec des pentes, comme Salouit ici, puis là, en raison des talus, vertigineux, vous en conviendrez. Il y a moins de possibilités d'accès et de raccourcis, moins d'espace pour stocker l'équipement dont je parlais tout à l'heure, et il y a beaucoup de sable dans l'air aussi. On a des chercheurs dans notre équipe qui commencent à se préoccuper de la qualité de l'air dans les maisons parce que, il y a du sable qui entre dans le domicile. Et il y a aussi un impact, il faut le dire, et ils le disent, sur la beauté, l'harmonie de la communauté, quelque chose que les Inuits n'en parlent pas beaucoup, mais ils commencent à nous le signifier. Puis évidemment, à la lumière de nos entretiens sur place, de nos lectures, il semble clair que les Inuits tirent avantage des biens et services dans leur village, de cette proximité-là, mais en même temps, le village reste considéré un peu comme un point de service. Le chez-soi, le home, semble fortement associé au territoire, à l'accès au land.
comme ça l'était quand ils étaient évidemment des nomades. D'ailleurs, les villages construisent des routes assez imposantes pour rejoindre le land. Ça, c'est une route qui sort de Kuujjuaq et qui amène à ces territoires de cabins dont je parlais, où plusieurs familles font du camping, chasse, pêche, les fins de semaine ou pendant des séjours plus ou moins prolongés. Puis, encore une fois, c'est une possibilité qui reste de plus en plus coûteuse et difficile à réaliser pour certains ménages. Donc, portrait très, très succinct et un peu impressionniste pour vous amener, pour vous donner un exemple de qu'est-ce qui préoccupe un atelier de design urbain qui démarre une réflexion de recherche-création dans un atelier au tout début d'un projet. Donc, on a organisé nos réflexions par le design sous 2 grands thèmes. Je vais vous en montrer juste quelques exemples. On a essayé de tenter la consolidation des villages à proximité des services, en alternative au développement loin. Et on a essayé aussi de faire du neuf en grappe pour s'accorder un peu plus aux pratiques traditionnelles et contemporaines. Donc, un exemple. C'est une proposition pour Kuujjuaq, près du forum, parce que là, OK, c'est important, et du magasin général aussi, Nuvigvi. Et on essaie de mettre en forme ici l'idée de la consolidation. Donc, ce qui est en noir, c'est l'existant. Ce qui est en blanc, c'est les possibles. OK? Il y a un minimum de déplacement de structure ou même de démolition qui a été nécessaire pour faire ce projet-là. Donc, le site où sont installées les petites maisons blanches, c'est un cran rocheux en pente douce, à proximité de la rue principale, donc ça mène directement vers l'école. Mais en même temps, c'est un lieu qui est très central, mais c'est un site qui est ignoré parce que la construction usuelle sur radier s'y pratique difficilement. Donc, les nouveaux développements se font plus au nord, sur des sites plus plats ou qui deviennent plats à force de mettre de la garnotte. Oui, merci. Donc, en proposant des modèles de maisons sur pieux ou solidement ancrés sur le roc, de nouvelles possibilités émergent. Et en même temps, tout le long de la rue principale, qui est assez achalandée, les Inuits nous parlaient de problèmes de sécurité pour les piétons, surtout pour les enfants. Donc, l'équipe de conception avec les experts a étudié des moyens modestes et faciles pour transformer des segments, des intersections, pour sécuriser les déplacements et les traversées en été et en hiver. Donc, ça, c'est la rue principale de Kuujjuaq, près du Forum, qui sera à votre gauche. On regarde vers le vieux Kuujjuaq et la rivière en contrebas. Donc, quand il y a du trafic, vous voyez bien que les piétons ont un peu de mal. Donc, voici à peu près le même point de vue, mais qui illustre la possibilité de nouvelles maisons, mais aussi des sentiers et même un abribus. Donc, l'emplacement des maisons et des sentiers est pensé pour préserver les vues plongeantes vers la rivière pour que les gens puissent s'orienter facilement dans le village aussi. Et les étudiants ont identifié plein de lieux de socialisation dans le village et ont fait des observations pour comprendre comment on occupait cet espace-là, parce que c'est souvent des lieux très, très informels, mais qui révèlent une grande intensité d'utilisation, mais un aménagement peu confortable. Donc, c'est le cas du magasin général. Au quotidien, il y a de l'action là, qui se passe sur un petit perron avec 3-4 marches. Il y a un grand parking en face, beaucoup de trafic. Donc, comment on pourrait rendre ça plus confortable? Bien, c'est peut-être en proposant une entrée un peu plus généreuse à l'épicerie, avec des emmarchements plus prolongés, où on pourrait s'asseoir, ou il pourrait même y avoir des étals l'été, et qui pourraient se transformer avec un petit toit en abribus près de la rue principale. Puis il y a un sentier piétonnier qu'on peut arriver à protéger tout en laissant cette porosité, cette perméabilité-là qui est chère aux Inuits, puis en marquant l'intersection avec un peu d'éclairage pour l'hiver. Bon, on a d'autres exemples de développement neuf, un peu plus compact. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de regarder les implantations traditionnelles des maisons dans les campements pour essayer de comprendre comment de possibles formes contemporaines pourraient s'en inspirer et peut-être permettre du partage d'équipements ou d'abris ou d'ateliers tout en maintenant la mobilité. On a examiné aussi les formes d'implantation qui aideraient à bloquer les vents rudes pour contribuer aux économies d'énergie, au rapport de la maison avec la rue et le rapport à la nature, bien évidemment. Donc, dans un exemple comme celui-là, ça prenait forme dans un regroupement de nouvelles maisons près de l'école puis du bureau de poste, autour d'un espace partagé avec toutes sortes d'utilisations et activités possibles, même en hiver. On ne mettait pas de délimitation de sentiers, ça allait se faire, les Inuits pourraient se l'approprier facilement, mais il pourrait y avoir des sheds partagés pour des plus ou moins grandes familles, si ça leur convient. Et dans le cas d'Inukjuak,
La communauté nous avait demandé d'examiner la forme que prendrait un nouveau développement de l'autre côté de la rivière, sur le Roc. C'était avant que la communauté entame son processus de master planning, qui sont en train de terminer. C'est un exemple de développement qui repose évidemment sur la consolidation du village. Pour nous, c'était une condition sine qua non, le village existant, j'entends, pour que le nouveau développement puisse profiter des équipements en place. Donc, on a beaucoup discuté des avantages et des inconvénients d'un pont coûteux, parce que c'est coûteux, ce genre de choses, pour consolider un village, versus consolider le village juste d'un même côté. Mais on l'a essayé quand même. Donc, une photo d'Inukjuak, vous ne voyez pas beaucoup, là, mais nous prouve que de l'autre côté de la rivière, les premiers établissements y étaient déjà présents avant l'établissement plus permanent d'Inukjuak dans les années 50. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est des maisons construites sur des pieux qui forment des branches avec alimentation d'eau, mazout et collecte d'eau usée aux extrémités pour profiter de la topographie puis de la gravité. Ça a été pensé comme une alternative au service porte-à-porte, donc moins de camions, moins de rues, moins de garnottes. La construction sur pieux fait faible contact au sol. On préserve les qualités du sol. Il y a des balcons, il y a des plateformes pour avoir des vues profondes vers la rivière et le land, mais aussi pour se rencontrer. C'est un environnement, donc, avec des paysages qui sont super fragiles, un terrain qui est super précieux, et même si les Inuits y étaient déjà installés avant, ils aimeraient y revenir. Donc, l'idée de penser à des fondations sur pieux permettrait de minimiser ces radiers pour les rues et stationnements. Le stationnement, dans ce cas-là, serait partagé au bout des branches. Il y aurait plus de place pour les piétons, pour les VTT, pour les motoneiges, pour les traîneaux à chiens. Et le terrain naturel pourrait être retourné à la communauté pour qu'il en fasse un usage productif ou culturel. Et donc, un joueur important du développement du village en toute saison. Et le master plan d'Inukjuak, qui n'est pas encore adopté, prévoit maintenant du développement de l'autre côté de la rivière à la lumière de la collaboration qu'on a menée ensemble. C'est à finir de prouver avec eux. D'ailleurs, on s'en va à Inukjuak dans quelques jours pour tester, mettre en forme ce master plan pour que les scénarios d'occupation, à la lumière des échanges qu'on a, des connaissances qu'on coproduit, soient les plus concrets, les plus proches de ce qu'ils veulent possible. Il y a plein d'autres ateliers de design collaboratif qui sont menés à l'école. Celui de mon collègue Cazot s'est passé à Salouit et à Ouachat. L'idée était d'implanter des maisons sur pieux à même, là aussi, des crans rocheux au cœur du village. Donc, ça, c'est une alternative aux maisons sur radier aussi, qui contribuent à l'étalement, mais ils sont aussi surtout une alternative au modèle de maison qui renforce un certain individualisme, entre guillemets, au profit de lieux de partage des espaces avec plus de possibilités d'entraide, d'échange. Même chose à Ouachat, où ils ont développé des modèles alternatifs de maisons qui peuvent se combiner, qui peuvent s'agrandir aussi pour accueillir différents formats, entre guillemets, de familles qui voudraient là aussi partager des espaces communs, des services, s'entraider. Et l'intérieur est pensé en fonction de grandes pièces où on peut se voir en famille et garder contact avec la nature. Notre autre collègue, Samuel Bernier-Lavigne, a travaillé à distance sur des pavillons pour des jeunes à Kuujjuaq en utilisant une autre forme de réflexion par la fabrication numérique. Ils ont essayé de réaliser des maquettes à plus grande échelle. Dans ce cas-ci, dans ce cas de ce projet, en utilisant un matériau qu'on trouve sur place, la roche, et qui pourrait abriter un lieu de rassemblement pour les jeunes. Et ils vont en discuter avec les jeunes aussi, cette session. Et il y a l'atelier de Myriam qui s'intitule « Maison nomade et vagabonde » et qui s'intéresse aux conditions de la récente sédentarisation des communautés en essayant de réfléchir à cet idéal nomade qui ressort beaucoup dans les discussions et dans ce que les chercheurs trouvent aussi dans leurs recherches et cette relation au territoire, de mieux la saisir pour réinventer les défis. Il y a mon collègue Pierre Côté et ses étudiants qui vont réfléchir à un petit musée pour abriter des œuvres artistiques et des objets traditionnels à Puvirnituq. C'est une commande du milieu. Donc, on va sur place pour essayer de saisir de quoi les Inuits ont besoin. Et ça va être réalisé avec la connivence d'une classe de secondaire à distance, en utilisant des moyens de communication malgré les bandes passantes qui sont difficiles. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler des communautés Innu. Malheureusement, André, qu'est-ce que tu en penses?
rapidement, nous travaillons aussi avec les communautés Innu. On vient de terminer un projet de guide d'aménagement interactif sur le net qui est fondé, qui s'appelle inuasia-um.org, vous irez voir, où la mission était de développer avec eux un outil de prise de décision très, très, très illustré pour accompagner les professionnels, les élus, les citoyens, nous, dans leur planification et en matière d'aménagement de leurs réserves, de leur communauté. Donc, on a évidemment mené beaucoup de rencontres sur place. On a essayé de décoder c'est quoi les aspirations Innu en matière d'aménagement, puis de les traduire en objectifs et en moyens d'action, le tout de manière super illustrée. Donc, on a porté beaucoup attention aux paroles des Innu. On a fait émerger par leurs commentaires toutes sortes de préoccupations envers la planification durable, mais aussi leur vision de qu'est-ce qu'ils veulent que leur communauté soit dans l'avenir. Et on est arrivé à traduire ces aspirations-là, ces savoirs en objectifs, en actions. On a ajusté le vocabulaire considérablement à travers toutes sortes de rencontres. On les a traduites en Innu, pas nous, mais les Innu. Et on a essayé de travailler sur les modes de représentation super simples là, de lieux familiers en mode avant-après. Et ça a donné différents dessins comme ça que vous voyez mal, mais cette idée de passer d'une intention attachée à ce que les Innu veulent de leur communauté en termes d'aménagement jusqu'à des possibles transformations en utilisant toutes sortes de moyens qui les mèneraient à bon port. Je vous parle de ce projet que des étudiantes, dont Gaëlle André Lescope, qui est Innu, ont mené, excuse-moi Laurence, j'ai passé par-dessus ton projet, a travaillé sur un projet de transformation des abords d'une école primaire et secondaire à Matimécoche pour y faire des espaces plus stimulants, mieux adaptés au climat aussi, mais aussi des lieux d'apprentissage alternatifs là, pour la transmission des savoirs traditionnels à même l'école. Donc ici, elle propose, si vous le voyez en arrière-scène, des chalets classe en marge de l'école où on pourrait apprendre à faire du sapinage, par exemple, ou d'autres apprentissages. Donc, ça permettrait de maintenir un lien fort avec le territoire et la culture à même le quotidien contemporain. Ce qui nous attend, c'est plein d'autres projets de recherche, dont celui de Simon, Camille et Myriam, où ils veulent faire l'histoire graphique de l'habitation Innu et Inuit. Et ils vont intégrer à cette recherche-là des œuvres d'artistes inuits, notamment pour illustrer qui illustrent la question de l'habiter et qui vont aider à analyser et à nuancer leurs résultats. On a un projet avec Patrick Evans de réalisation d'un jeu de blocs de bois pour les Inuits qui est réalisé au centre de formation pratique où on apprend aux jeunes Inuits à travailler le bois et qui va devenir un outil de jeu pour les plus jeunes, mais aussi un outil d'expression de ce qu'ils veulent avoir pour leur communauté parce que ça finit que les jeux font des maisons. On a eu des expos mobiles qui vont aller présenter des maquettes de maisons vernaculaires, Inuit, Innu, dans le Nord et sur la Côte-Nord, et plein de projets de mémoire et de projets de fin d'études, dont vous voyez les sujets très, très variés. On fait des concours de photos pendant nos temps libres avec les jeunes Innu et Inuits pour qu'ils puissent, sur Facebook, échanger sur ce qu'ils pensent de leur communauté respective. Donc, cette idée que les communautés puissent se parler, on le propose aussi aux tout jeunes. Et évidemment, on a des assemblées générales annuelles où on fait de grands symposiums pour partager nos résultats de recherche en même temps qu'on fait venir des membres de la communauté pour nous en apprendre davantage. Et on essaie aussi de faire des workshops interactifs. On a une activité de mobilisation qui va faire venir des jeunes Innu et Inuits à l'Université Laval pour qu'encore une fois, ils puissent voir comment la recherche, l'enseignement peut se passer ici à Québec pour leur faire rencontrer des architectes aussi, leur faire voir des nouveaux musées. Et un colloque étudiant sur l'habitat autochtone se prépare sous peu, d'ici la fin de l'hiver. On est en train de commencer à publier. On a un numéro spécial sur l'habitat autochtone qui s'en vient avec des articles co-signés partenaires étudiants en 2017. On va à des colloques scientifiques, bien sûr, mais on va aussi à des colloques professionnels où on veut engager un dialogue aussi avec les architectes, avec les aménagistes, pour que percolent les connaissances coproduites jusque dans les pratiques professionnelles.
Tout ça, vous trouverez sur notre site Facebook. Non, ce n'est pas un site Facebook, hein, c'est un Facebook, excusez les jeunes, et notre site Web. Et je veux juste terminer très, très rapidement. Je veux conclure en laissant la parole à un type qui s'appelle Zebedee Nongak. C'est un auteur, un élu et un négociateur inuit de la Convention de la baie James, qui formule des souhaits pour la planification nunavik et qui, je pense, trouverait écho auprès des Inuits du Nitassinan. Nongak évoque avec beaucoup d'enthousiasme la nécessité d'inventer l'urbanisme inuit et de le considérer comme une activité vitale, révolutionnaire et innovatrice par et pour la communauté. Et il invite à relever de grands défis en réfléchissant outside the box et en incluant le design dans cette réflexion. Donc, c'est ce que le partenariat Habiter le Nord québécois se donne comme mission dans les prochaines années avec la collaboration des communautés Innu et Inuit. Voilà. Merci.